Je bois les paroles. Tu pouvais juste être un connard et ça suffisait, genre. Qui a créé ça? Voilà. Il meurt. Ça va pas de faire des choses comme ça en fait. J'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez vu dans le titre, mes lectures de janvier. Alors en janvier, on va directement aller dans le vif du sujet. J'ai lu 17 livres. Inventaire de mes lectures de janvier. Il y a 4 livres jeunesse, 7 mangas, 5 romances et un policier qui se retrouve dans la pile, mais c'est pas trop pourquoi. Le premier livre, c'est avec les mangas, vu que comme ça sera fait, vu que j'en ai lu 7 et que c'est la même série, comme ça ira plus vite, vu que en plus c'est du tome 7 au tome 15. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire oh voici les mangas un par un, non, ça va être trop long. J'ai lu Call of the Night de Kotoyama. Ça parle de vampire. Je suis un jeune de 14 ans qui se déscolarise. Il a commencé à traîner le soir dans sa ville et il rencontre une vampire dans ces rues, dans cette nuit. Comme ça qu'il commence une amitié un peu bizarre et son envie de devenir vampire. Sauf que pour devenir vampire, il faut qu'il tombe amoureux de la vampire. C'est un concept vraiment original, on va dire, et c'est pour ça que j'aime bien. Le seul bémol, je vais clarifier plutôt, c'est son âge. Genre il a 14 ans et je trouve que y a beaucoup de sujets qui me perturbent avec son âge. Genre s'il était plus âgé, j'aurais vu aucun truc, mais à 14 ans t'es toujours un enfant et du coup ça me perturbe beaucoup. Je pense que l'auteur aurait pu mettre un âge beaucoup plus vieux en fait. Le second livre que j'ai lu en janvier, c'est Romance à la découpe de Hélène Vignal. Je l'ai dit du premier coup, je suis trop heureuse. Ok, alors je l'ai pas avec moi parce que c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Romance à la découpe, c'est un roman jeunesse qui tourne autour du sujet de l'amour. Il est très court, il fait moins de 200 pages, donc il se lit très vite. En fait, quand je dis jeunesse, c'est pour adolescents. Je sais pas pourquoi je dis jeunesse, mais c'est pour adolescents. Romance à la découpe, on suit Paola, 17 ans, qui prend le TER tous les matins pour aller au lycée. Et elle a son habitude de s'asseoir toujours à la même place. Sauf qu'un jour, un matin, quand elle s'assoit, elle voit une lettre. Une lettre, elle se dit quelqu'un l'a laissée avant, pas grave. Genre, elle regarde même pas la lettre, elle s'en fout comme je pense que tout le monde aurait fait en fait. Sauf que là, quand son amie arrive, elle se rend compte que il y a son prénom inscrit sur la lettre et c'est pas un prénom au commun, Paola. Du coup son ami il dit mais non mais c'est pour toi en fait, il y a pas d'autre Paola dans ce train. Surtout que c'est là où tu t'assois tous les matins dans le TER. Enfin, il y a pas 10 000 solutions, c'est pour toi. Prends la lettre et elle la lit et c'est un peu une lettre d'amour. Au début ça va. Genre c'est une lettre d'amour mais ça va, genre c'est un peu mignon et tout. Mais en fait, plus les jours passent, plus les lettres arrivent et plus les lettres se transforment en des lettres un peu flippantes, un peu de terreur. Genre moi je reçois ça mais je flippe totalement. La personne elle commence à devenir oppressante, elle sait tous les moindres faits et gestes de Paola. On a l'impression carrément qu'elle le connaît Paola, parce qu'à chaque fois Paola dit un truc et la lettre le lendemain, la conversation qu'elle a eue apparaît. Vous voyez, c'est bizarre. C'est pas un livre d'amour entre guillemets, c'est un livre qui nous fait croire à une romance. Et en fait, à la fin, on se rend compte qu'il ne faut pas croire au prince charmant dans n'importe quelle situation. Et ça nous fait diverger vers le sens propre de l'amour, au sens littéral de ce que nous, on entend depuis notre enfance. C'est pas parce que quelqu'un t'écrit une lettre que c'est un prince charmant. Non, cette personne peut être totalement tarée. Le seul bémol de ce livre, il est assez cher. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Pour peu de pages. Je pense qu'il coûte 15,90€, un truc comme ça. Et genre il y a 162 pages, 172 pages. Alors je trouve ça cher. Et heureusement que je l'ai pris en médiathèque, parce que je pense que si je l'aurais payé de ma poche, la note aurait été différente. Du coup je lui ai donné 3,5 étoiles sur 5, ce qui est pas mal. Depuis ton enfance on te cite les contes avec des princes, des princesses, tout finit bien,
Mais en fait, je trouve que ça change, c'est original et ça montre qu'il faut faire attention dans la vie. Bon, pas tout le temps, attention quand même, faut pas devenir parano. Si elle change sa manière de penser aux gens qu'elle va aimer par la suite. Genre, elle se fait un style de mec qu'elle veut aimer. Et au final, elle se rend compte que bah en fait non, tu vas pas aimer ce style de mec là, tu vas aimer ce que tu vas aimer. Enfin, voilà, c'est un peu un roman comme ça. Le troisième et le quatrième livre, je vais les mettre ensemble parce que c'est la même série. Beaucoup de séries en janvier, je sais pas pourquoi. Alors là, je vous montre le tome 3 parce que... le tome 4. Parce que le tome 1 et le tome 2, bah, je les ai aussi empruntés à la médiathèque. J'emprunte beaucoup de livres à la médiathèque. Les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Mais comment je retiens toujours les auteurs, mais je suis trop forte. Ah, les couvertures, je vais vous les afficher du tome 1 et du tome 2 et du tome 3, du tome 4. Mais en fait, toutes les couvertures sont magnifiques. Et il me semble que c'est sa sœur qui les a fait. Voilà, j'adore. Ça travaille en équipe, en famille. Et ça se passe au Japon. Au XVIIe siècle, on suit Ichiro, qui est un enfant qui a été abandonné. Mais qu'est-ce que je raconte? En gros, il a été abandonné dans une forêt et c'est un maître, un ancien maître qui l'a trouvé. Il habitait isolé, ouais, de tout. Il était isolé. Il décide d'élever le Ichiro. S'ensuit des péripéties. Ouf! Mais quand je vous dis que les livres sont tellement longs, mais j'ai dévoré chaque mot tellement. En fait, je sais pas comment dire, mais même quand je pensais ne. Là, je suis en train de lire le 3e tome. Je pensais ne pas l'aimer parce que ça change de POV. On suit plus Ichiro, mais on suit Inaim, qui est une personne qui va arriver dans le tome 2. Non, tome 1. Je sais pas ce que je raconte. Je pensais ne pas aimer le tome 3 à cause des critiques que j'ai regardées. Jamais faire ça, ne jamais regarder les critiques avant. Bon, quand vous êtes pas sûr, quand vous achetez le livre de votre monnaie un peu quand même, je l'adore quand même, alors que je suis qu'à la page 50, je l'adore quand même. Du coup, vraiment la puissance de la plume de l'autrice, mais je sais pas ce qu'elle a mis dedans, elle a mis de la magie. Mais j'adore quand ça me fait ça. Genre, je peux lire le livre, mais sans cligner des yeux, je suis comme ça. Je bois les paroles. Ça peut être une secte le truc, mais je bois les paroles comme ça. Fou. Mes tomes, Ichiro, il a 10 000 prénoms. Il s'appelle Ichiro Tomo. Il y a un autre prénom, mais j'ai oublié. À cause d'événements, il va se retrouver à Edo, qui est une ville au Japon, une ancienne ville parce qu'elle n'existe plus, au Japon, et il va rencontrer Shin. Aussi, je sais plus son prénom à lui là, le poète. On va l'appeler le poète, hein. Il va rencontrer plein de personnes, mais genre vraiment tous les personnages, je les adore. À part un peu Inaim, enfin, j'étais pas trop de ouf dedans au premier tome. Je sais pas trop pourquoi. Encore moins au 2e tome quand on a fait la rencontre de Shinen. La ninja là, j'étais en mode oh my god, cette fille, waouh. Du coup, mais en vrai là, vu que je commence à lire le tome d'Inaim, enfin je me mets un peu plus dedans et je commence à plus l'apprécier qu'auparavant, on va dire. Donc je vous donne envie de le lire. Alors ça parle du Japon au XVIIe siècle. Ça parle de théâtre, donc le kabuki, il me semble. Le masque de No. De ce genre de trucs. Je comprenais pas pourquoi ça parlait du théâtre, mais en fait le théâtre va permettre à Ichiro de rencontrer Inaim et c'est pour ça que il y a le théâtre. Ensuite il y a le samouraï, mais oh my god, je kiffe genre l'ambiance de l'histoire, l'époque, comment tout est décrit, mais c'est incroyable. On parle des sabres, le pouvoir des sabres, les guerres aussi, bon évidemment l'un ne va pas sans l'autre. Il y a 2 clans. Et il y en a un qui est à Edo et qui contrôle un peu toutes les villes en fait du Japon à part une ville. On dirait un peu Astérix et Obélix avec la Gaule. Mais il contrôle presque toutes les villes sauf une qui riposte et c'est eux qui vont se faire la guerre. Je sais pas si j'ai assez parlé. Pour le premier tome, j'ai mis 4,5 étoiles et pour le deuxième, j'ai mis 4 étoiles. Les prochains livres, il y en a 3 d'un coup. C'est de pire en pire. La série Dream Harbor de Laurie Gilmore qui a fait le buzz, on va dire, hein, comme le dit le derrière des livres, évidemment. Concernant cette série, j'ai le tome 1, 2, 3. Facile. C'est les 3 seules qui sont sorties en français. Et je ne pense pas acheter le 4e. Enfin, je pense pas acheter la suite. En vrai, c'est pas que j'ai pas aimé. C'est assez contradictoire. Mais c'est juste que j'aime pas la tournure où l'autrice va. Parce que j'ai l'impression qu'il y a assez de personnages
et que c'est pas nécessaire d'en ramener d'autres. Je sais pas si vous... Enfin, pour les gens qui ont lu la série, je sais pas si vous voyez. Le premier tome, on suit Jenny. Je sais même pas si on dit Jenny ou Gianni. J'adore son prénom en tout cas. Gianni et Logan. Gianni, elle vient ménager à Dream Harbor. Ça s'appelle comme ça la ville? Oui. Et en gros, c'est vraiment la même chose que Gilmore Girls. Voilà, c'est exactement la même chose. En fait, il y a, vous voyez, les gens qui regardent la série, il y a les regroupements qu'ils font dans la ville là, avec le maire, etc. quand ils ont des requêtes. Enfin, je trouve ça trop drôle. Il faudrait vraiment le faire dans la vraie vie. Et c'est vraiment un truc américain de faire ça en plus. Ça va, genre c'est pas trop ressemblant non plus. En vrai, celui-là, je l'ai bien aimé. J'ai moins aimé le deuxième. Je sais pas pourquoi. Le deuxième, il m'a moins convaincue. En tout cas, ça suit un pêcheur et quelqu'un qui est une libraire. À faire un grand résumé, hein, parce que c'est de la romance, il n'y a pas des épopées incroyables. Ensuite, le dernier, il suit Kira, qui va acheter du coup une ferme de sapins. Aussi Bennett, qui est le frère de Gianni. Et en fait, c'est ça que j'ai beaucoup moins aimé, c'est qu'elle fait venir des personnes qui, de base, ne sont pas dans les premiers tomes. Et en fait, ça m'énerve quand les séries ne suivent pas des mêmes gens qui sont là depuis le début. Je sais pas si je suis la seule, mais moi, quand c'est une série, j'aimerais bien voir les histoires des gens qui sont là depuis le début. Genre, il y a tellement de gens avec qui elle aurait pu faire des histoires. Je crois qu'il y a Jacob, j'ai plus d'autres noms, mais il y a d'autres gens. Regardez les résumés des 4e, 5e, 6e, bon, tous les autres là. Et c'est presque que des gens qui ne sont pas dans les premiers tomes. À part, il me semble, il y a un tome où c'est Annie. Mais le 4e, c'est un tome qui suit Iris, qu'on retrouve que dans le 3e tome. Elle spawn comme ça dans le 3e tome et après on retrouve son livre. Ça m'intéresse pas de... Parce que si c'est comme ça, la série elle peut durer jusqu'à 1000 ans en fait. Elle va juste créer des nouveaux personnages à chaque fois et la série peut continuer. Wouh! Aussi un truc que j'ai pas compris, c'est avec les saisons. C'est un peu fouillis, je trouve, parce que là c'est l'automne et là c'est le printemps. Mais en même temps j'ai pas compris parce que ça parle aussi de l'automne. Mais c'est genre un an après ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème de saison dans les livres. Parce que là c'est automne, là c'est re-automne, mais presque un an après. Après là c'est Noël, mais presque en même temps quelques mois après. En fait, c'est très bancal niveau saison. J'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur qui va pas. Je vais pas continuer cette série là. Je pense qu'il y en a des meilleurs. Vraiment des meilleurs. Je vais vous mentir. En tout cas, si vous avez des séries à me conseiller, américaines, françaises, n'importe, je m'en fous, et que vous avez l'impression que vraiment faut pas passer à côté, mais dites-le moi dans les commentaires. J'ai l'impression que en fait cette série on peut vraiment passer à côté. Genre vous ne raterez rien du tout. Vous regardez Gilmore Girls, c'est la même chose. Même Gilmore Girls c'est mieux, donc bon. Pour le premier, j'ai mis 4 étoiles. Pour le deuxième, j'ai mis 3,5 et pour le troisième, j'ai mis aussi 3,5. 10 Days de Cécilia Armand. Alors, 10 Days de Cécilia Armand, ça suit 2 patineurs, un qui est russe et l'autre qui est américain. Donc, les prénoms, le russe s'appelle Dima, mais en fait c'est le surnom de Dimitri. Et l'américain s'appelle Diego. C'est des patineurs qui se sont vus en 10 ans. 10 fois pour les compétitions, etc. Sauf que la dernière fois qu'ils se sont vus, Dima il a eu un accident très grave en fait. Il a presque failli mourir. Et depuis ils se sont plus jamais revus. Ça fait de faire 1 an et demi qu'ils se sont plus jamais revus. Et en fait plus personne n'a entendu parler de Dima. Ils savent pas ce qu'il est devenu. Il a arrêté complètement le patinage. Mais miraculeusement il va revenir pas comme on l'entend. Il va revenir en Amérique dans le club de Diego pour justement, car c'est sa dernière chance d'intégrer une compétition. Je sais plus quelle compétition, mais c'est sa dernière chance en fait de reprendre le patinage. Et s'il n'y arrive pas, après niet, c'est mort. Ce que je reproche un peu au livre, je crois que c'est le seul truc que je reproche au livre, c'est l'amnésie. Alors je peux spoiler parce que dès le début en fait ils le disent, mais vous voyez la trope amnésie, qui a créé ça? Voilà, il y a un seul livre qui m'a fait accepter cette trope, c'est Royal Bodyguard de Aimé Lou. C'est vraiment le seul livre où ça m'a pas posé de problème parce qu'en vrai c'était cohérent. Mais
Mais oh my god, les autres, je ne peux pas. Je passe mon tour. L'amnésitrope, niet. J'ai pas aimé en fait l'amnésitrope. Le problème c'est l'amnésitrope en lui-même. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ce soit un mensonge qui n'est pas vraiment amnésique. Moi, dès le début on le sait, donc c'est pas vraiment spoil. Mais il fait croire, Dima fait croire à Diego qu'il est amnésique. Il a voulu faire genre qu'il était amnésique pour pas que il replonge dans les bras de Diego, mais pour se concentrer sur le patinage. Mais en fait, tu pouvais juste être un connard et ça suffisait, genre. Ça suffit. Pas besoin de faire genre t'es amnésique. Je trouve que c'est inutile dans l'histoire. L'amnésie trop là, bref. C'est le seul truc que j'ai pas aimé. Juste, il y a beaucoup de smut et ça c'est... Faut s'accrocher. Voilà, je commence à vraiment... Même dans le Dream Harbor, je l'avais pas dit, mais c'est vers la fin en fait du livre où il y a beaucoup de smut et du coup c'est un peu chiant. En fait là je vais parler avec la globalité des romances que je tiens dans les mains. C'est que j'ai l'impression que les auteurs ils se forcent à mettre du smut pour plaire au lecteur parce qu'ils savent que ça va faire plus de ventes et ça m'énerve. Du coup j'ai l'impression que la romance amour, elle se transforme en romance désir. Et le désir et l'amour, c'est pas la même chose. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé le deuxième, parce que j'avais l'impression que c'était plus du désir que de l'amour qu'ils avaient entre eux. Et ça m'énerve. Voilà. Peut-être pour ça que je m'intéresse plus maintenant aux romances destinées aux adolescents. Parce que je sais qu'il n'y va pas en avoir. Et je trouve les histoires beaucoup plus belles et réelles. Peut-être justement, c'est peut-être irréel du coup. Bon bref, j'ai vraiment l'impression des fois que les auteurs ils se forcent et ça m'énerve. Parce que nous du coup les lecteurs on se force à lire ça et c'est chiant. Du coup je lui ai mis 3 étoiles. Voilà, je mets beaucoup 3 étoiles quand même. Et Salut c'est Olivier de Justin Theroux. Alors ça l'auteur je l'ai pas vu. Et je sais pas vous, mais le titre, voilà. Totalement. C'est censé être le deuxième tome d'un livre. Vous êtes sur le portable de Sam, mais je l'ai pas lu le portable de Sam. Parce que je savais pas. En gros, ça se fait un peu la même histoire si vous l'avez lu le premier. Enfin, il me semble. Mais du coup, là on suit Olivier et on suit comment s'appelle l'autre? Benjamin. Olivier, c'était le meilleur ami de Sam qui, vous savez, dans le premier tome, hein, il est mort. Et je pense que, vraiment, il est mort d'une manière. Mais ça doit être horrible. Oh my god. Horrible. En plus, si jeune, genre, il venait à peine de finir sa terminale. C'est vraiment horrible en plus parce que, en fait, vraiment, dès les premières pages, j'ai chialé. Parce que l'auteur, il a fait le pire truc au monde de mettre des souvenirs avec la personne qui est morte. Et moi, je peux pas. Parce que je relate trop les choses comme ça. Et je me dis, mais imagine, genre, ça m'arrive. Non, je peux pas. Surtout qu'on a vu, genre, les derniers moments de ça avant sa mort. Et il était en mode... En fait, je déteste quand ils font ça, mais... Ah, on en reparlera après. Genre, la personne voulait dire un truc, et la personne, elle dit, ah non, je dois y aller, on en reparlera après. Et il meurt. Ça va pas de faire des choses comme ça, en fait. Olivier, qui, depuis la mort de Sam, il a du mal à s'en remettre, et il a l'impression qu'autour de lui, tout le monde s'en est remis. Et j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est assez réel. Quand on vit un deuil, on a l'impression que tout le monde s'en est remis. Mais en fait, c'est juste que tout le monde veut pas mettre sa peine au centre de la table. Du coup, là, Olivier, il est à l'université, du coup. Et en fait, il a un secret, c'est qu'il envoie des messages à Sam depuis quelques mois pour lui raconter sa vie, tout simplement, sur l'ancien portable de Sam, quoi. Et il a honte de le dire parce qu'il a peur que tout le monde le juge. Sauf qu'un jour, il décide d'arrêter d'envoyer des messages parce qu'il dit que ça lui fait plus de mal que de bien de lui envoyer des messages. Du coup, il décide d'arrêter. Le problème, c'est que, en fait, sans faire exprès, au lieu d'appuyer sur bloquer, il appuie sur appel. Il appuie sur appel et en fait, il est en mode merde. Ça sonne, enfin il sait que ça sonne, mais merde, qu'est-ce que je fais? Mais en fait il a pas le temps de raccrocher que quelqu'un décroche. Bah je pensais que t'étais mort mec. Le téléphone a été redistribué à quelqu'un d'autre. Personne du coup
décroche et en fait il commence à parler, en fait c'est Ben, voilà, le truc que je vous ai dit depuis le début c'est Ben. Sauf que là on pourrait se dire c'est une histoire d'amour classique. Pas du tout. Je pensais ça moi quand je l'ai acheté, hein. Je pensais que c'était une histoire d'amour classique. L'auteur il m'a dit non. Vers le milieu de l'histoire j'étais comme ça, comment ça? L'histoire elle a pris une autre tournure, je t'ai pas du tout envie de vous spoil ce qui va se passer pour si vous l'achetez ou si vous l'avez dans votre pile à lire pour pas vous enlever le plot twist, genre l'effet du plot twist que ça m'a fait. J'étais en mode et genre c'est vraiment trop bien trouvé, j'adore. Du coup je vais juste vous lire la dernière phrase. Olivier découvre un phénomène étrange qui pourrait l'empêcher de vivre sa grande histoire d'amour. Et genre quand on sait le plot twist, la couverture elle est tellement réelle, t'es en mode mais oh my god. Genre c'était tellement bien trouvé. Je lui ai mis 4 étoiles. Et Rosas et Dragons de Yelena. Waouh. Un roman jeunesse fantasy. Et je peux vous dire direct, pas besoin de passer par une centaine de mots. Un seul suffit. J'ai pas le mot dans ma tête. Une merveille. Tout simplement. Je l'ai acheté parce que je l'avais vu sur Babelio passer. J'avais vu 10 000 revues sur Babelio. J'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tout le monde en parle? Moi aussi j'ai envie d'en parler. Bah voilà, je l'ai acheté et oh my god, je ne regrette pas du tout mon choix de l'avoir acheté. C'est vraiment pas le genre de livre en plus que je lis d'habitude, mais je suis conquise. Vous aimez les dragons? Voilà, vous aimez les dragons, vous aimez les villes où il y a de la couleur, où il y a des vitraux, où il y a des dragons encore une fois. Mais oh my god, j'avais envie d'habiter là-bas pour genre ma lecture, le temps de ma lecture, j'étais en mode oh my god, mais emmenez-moi là-bas en fait. Je veux aller là-bas. Du coup, on est dans une ville qui s'appelle Dark en Flamme et chaque habitant est lié à un dragon dès sa naissance. En fait, le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est que d'habitude, genre c'est une normalité chez eux, on va dire, c'est que un dragon fille va s'allier avec une fille et un dragon mec va s'allier avec un mec. Voilà. Sauf que pour Karl, ça n'a pas été le cas. Un dragon fille s'est lié à lui et en plus c'était le plus petit dragon et en plus elle est rose. Génial on va dire. Et elle parle. Elle parle tout le temps. En fait, je trouve ça génial, c'est que quand en fait, il y a que toi qui peux écouter ton propre dragon, qui peut l'entendre. Genre les gens, ils entendent juste un dragon qui parle, faire des bruits chelous. Genre. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Karl, le personnage principal. En fait, tellement de gens peuvent se retrouver en lui, c'est incroyable. Il est maladroit, il fait tellement tout tomber, il tombe tout le temps, il se casse. Enfin, vraiment, c'est incroyable, il casse tout. Et du coup, vu qu'il travaille comme vitrailliste, donc les gens qui font les vitraux, comment vous dire que les verres qui cassent tout le temps, voilà, ça énerve son père et du coup, il peut pas utiliser l'atelier de son père sans lui. Et ça l'énerve en fait que personne lui fasse confiance à cause de sa maladresse parce qu'il a quand même genre 17 ans, bon au bout des moments, voilà quoi. On suit Karl du coup qui va devenir vitrailliste comme son père parce que se ligue, c'est pas le mot, se donne de génération en génération. À l'école, c'est pas vraiment la personne la plus populaire du monde, enfin vraiment, voilà. Et en fait, un jour, son père lui fait confiance. Et Karl a le droit de construire un projet pour une maison, un vitraux. Le lendemain de son travail, tout a été détruit. Et Karl il est en mode, qui a détruit mon travail en fait? Pour une fois que j'avais réussi un truc bien et tout est détruit. Ça part de là, à cause de ce projet détruit. Une enquête va être faite et on va découvrir qui a détruit l'œuvre de Karl. Et évidemment il va être aidé par une mystérieuse fille. Je vous en dis pas plus. Voilà. Mais en vrai, la fin est incroyable. Même si sur le moment, j'étais un peu partagée. Mais je pense que j'étais partagée parce que j'ai l'habitude des fins autres. J'étais un peu partagée parce que d'habitude les fins sont différentes. Et là je trouvais que la fin était originale et ça a changé. Combien je lui ai mis 4 étoiles.
Oui, c'est Arrêtez-moi de Lisa Gardner. Alors ça va être très compliqué de faire un résumé. Il y a tellement de trucs qui se passent dans ce livre. Du coup, c'est une fille, une jeune adulte, Charlie Grant, qui va demander de l'aide à une détective, Didi Warren. Quand Charlie Grant va voir Lisa... Mais pourquoi je l'appelle toujours Lisa? C'est dingue. Quand Charlie Grant va voir Didi Warren, elle lui dit juste ça. Je sais quand je vais mourir et j'ai envie que vous enquêtez sur mon meurtre. Imaginez quelqu'un vous vient vous voir et vous dit ça, genre... En fait, Charlie Grant, elle avait 2 meilleures amies avant, mais sauf que chacune est morte le même jour à 1 an d'écart différent et de la même façon. Très étrange, me direz-vous. Le 21 janvier, 2 ans auparavant, sa meilleure amie était morte, étranglée, sans de défense. Genre, il n'y avait aucune défense. L'an d'après, c'était son autre meilleure amie. Et c'est quand sa deuxième meilleure amie, Ouch, est morte, elle s'est rendue compte, en fait, elle est en mode, bah putain, en fait, je suis la troisième parce qu'on est 3 meilleures amies. Je suis la troisième. Et Didi Warren, elle, de son côté, elle enquête sur des meurtres qui sont faits sur des... Je peux pas dire le mot. Sur des gens pas très bien. Il y en a 2 qui sont morts et de la même façon. On suit en fait 2 enquêtes mélangées. En fait, c'est très marrant. Des enquêtes qui sont mélangées. Peut-être en fait que 2 enquêtes ne valent qu'une. Peut-être que les 2 meurtriers ne sont plus qu'un. Peut-être qu'il y en a 3, peut-être qu'il y en a 4. Non, je vais arrêter. Voilà, c'est un peu un Lisa Gardner et j'ai genre beaucoup aimé. Genre, je m'attendais pas du tout à le lire aussi vite. J'étais mais à fond dans l'histoire et en fait ça traitait vraiment de sujets très intéressants. Faut vraiment s'accrocher par contre, vraiment. Du coup, je lui ai mis 4 étoiles. C'était la vidéo sur les livres que j'ai lus en janvier. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un livre qui est dans cette pile, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus en fait, tout simplement. Si vous avez envie de voir les livres qui selon moi méritent d'être édités en français, et ce sera la prochaine vidéo. Voilà.